Aujourd'hui, je reçois un coach conférencier spécialisé dans la mission de vie. Il est auteur du livre Silence, ça kiffe, et il est le fondateur de l'Académie des 9 sens. Et dans sa carrière, il a accompagné plus de 1000 personnes dans leur développement. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Julien Ridouard. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Gaël, ça va très très bien et toi? Excellent, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va commencer par un big up à Mehmet Gül pour cette mise en relation. Ah Ah, mon Mehmet, on t'embrasse. on t'embrasse, Mehmet, ça fait plaisir. Alors, Julien, dis-nous le kiff, pourquoi? Le Quand kiff, pourquoi? tu, Pourquoi? tu vois, on est dans une société où le travail, tu vois, on dit il faut être sérieux, faut pas mélanger le travail et la vie perso, faut pas trop kiffer. Tu sais, t'as pas mal, je dirais, d'injonctions dans la conscience collective. Le travail, c'est un certain poids. Mais toi, tu viens et tu dis, fuck tout ça, on kiffe. Mais dis-nous pourquoi. Bah après, comme pour beaucoup de personnes, je dirais, c'est parti d'une prise de conscience qui est souvent dans la douleur, tu vois? Et en fait, moi j'ai grandi dans un milieu d'adultes, tu vois? Un milieu où, j'étais fils unique et dans un milieu d'adultes et où, bah, être un enfant, c'était un peu chiant, tu vois? Donc bah, c'était toujours: «Calme-toi, machin, sois sérieux, ceci, cela et tout». J'ai entendu ça une grosse partie de ma vie. J'avais mon père qui était entrepreneur, qui avait sa boîte, ça se passait pas très, très bien. Donc c'était un peu tendu, tu vois? Et en fait, du coup, je me suis vite retrouvé à faire, bah, l'inverse de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire, bah, ouais, tu vas à l'école, j'aimais pas l'école, bah, j'en ai bouffé jusqu'à l'école d'ingénieur, tu fais des grandes études, je suis parti cadre, j'ai été ingénieur pendant une quinzaine d'années, manager, tu vois, j'accompagnais les équipes. Et effectivement, j'ai évolué dans ce milieu-là, tu vois, dans le milieu, comme tu dis, ouais, on laisse le problème en dehors, au boulot, c'est sérieux, c'est cela. Et entre 2010 et 2014, j'ai perdu mes parents au moment où ils partent en retraite. Les deux, tu vois, je les ai vus se crever le cul toute leur vie et écouter toutes ces injonctions-là justement toute leur vie en disant ouais, on profitera quand on sera en retraite, on profitera plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et je crois que tu es figé. Ah non, t'es là. Je crois que tu étais figé par. Ça va. Juste, tu es attentionné. Et, euh, et puis en fait, moi, ça m'a fait une prise de conscience de dire putain, je suis en train de faire la même chose. Je suis dans un boulot que j'aime pas, à faire ce qu'on me dit de faire et attendre de kiffer plus tard. C'est pas quand je pourrai plus que j'ai envie de kiffer. J'ai pas envie d'attendre que mes plus tard ce soit des trop tard comme pour mes parents. J'ai envie de kiffer maintenant et voilà. Donc j'ai commencé à me dire bon, en fait voilà, ça ressemblera à quoi une vie dans laquelle je m'amuse, dans laquelle je kiffe, dans laquelle je fais ce que j'ai envie. Maintenant, bien entendu, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça oblige aussi d'aller embrasser le côté, parce que la vie, c'est pas que du kiff. Pour pouvoir kiffer, bah, faut savoir embrasser l'adversité, faut savoir embrasser tout ça. Faut savoir dépasser ses peurs. Enfin voilà, tout ça, je l'ai appris sur le chemin aussi également. Et c'est ce qu'on fait avec nos clients. Mais, euh, mais c'est pareil, tu vois, j'avais entendu une phrase un jour que j'adore. Qui et d'ailleurs, tu remarqueras, hein, toi, t'es papa, Gaël, de mémoire. T'es pas papa? Non, pas encore. Ah, pas encore, je crois que t'étais papa. Excuse-moi. Bah, tu le verras quand ça va Pas encore. arriver. Un Si, jour, peut-être. si ça arrive. Mais Inch'Allah. en tout cas, il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui s'amuse. Tu vois, on croit souvent que l'amusement, c'est quelque chose de pas sérieux. On fait l'amalgame entre les deux. Or, je pense que c'est un vrai problème dans notre société. Les gens ne s'amusent pas dans ce qu'ils font. Ils s'éclatent pas. Et tu vois, je le vois que ce soit des petits entrepreneurs comme sur des grosses structures qu'on peut avoir, dès qu'on vient remettre de l'amusement dedans, et que les gens prennent conscience que l'amusement ne veut pas dire ne pas être sérieux. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. On peut faire des Hmm. choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. Et ben bizarrement, quand on s'amuse dans ce qu'on fait, et ben c'est assez ouf de voir à quel point la productivité elle augmente, à quel point il y a moins d'arrêts de travail, moins d'arrêts de maladie, plus de. C'est vraiment ouf. Tu sais, déjà à l'époque où j'avais mon équipe, donc j'avais une cinquantaine d'ingénieurs projet, bah, je m'en suis rendu compte que après ça, vraiment plus tard. Mais, euh, mais je me rends compte que je faisais en sorte que mes gars, enfin et les filles de mon équipe, mais s'éclatent dans ce qu'ils faisaient, tu vois. C'était important pour moi déjà à l'époque, mais à l'époque, j'en avais pas trop conscience. Je le faisais de manière un peu plus égoïste, de dire, je voyais que quand ils s'éclataient dans ce qu'ils faisaient, bah moi, on me faisait moins chier en fait. Tu vois, j'avais moins d'arrêts de travail intempestifs, j'avais moins de gens qui venaient chialer à mon bureau parce que il se passe ci, il se passe ça, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça.
Et plus je mettais d'énergie à faire en sorte qu'ils s'éclatent, comprendre ce qu'ils avaient envie de faire, comprendre leurs aspirations, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leur évolution qu'ils voulaient ou pas, ceux qui étaient plus des profils très exécutifs et des profils plus entreprenants, bah, plus tu comprenais et que tu les mettais au bon endroit, à la bonne place, bizarrement, tu avais moins d'emmerdes et les gens s'éclataient plus, quoi. Et donc pour moi, le kiff, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose d'important, qu'on s'est déconnecté. On entend beaucoup, comme tu disais, le côté ouais, faut que ça reste au vestiaire, cela. Mais fuck, c'est juste impossible en fait. On peut pas laisser nos problèmes au vestiaire. Quand si le mec il a des problèmes d'argent, il s'est engueulé avec sa femme, il est dans un boulot qui lui plaît pas, cela, tu peux pas lui dire écoute, laisse ça au vestiaire et maintenant tu ressouris et remets-toi. Oui, ça va tenir une semaine, mais au bout d'une semaine, le naturel il va vite revenir. Carrément. Et du Voilà coup, pour moi ce que c'est que le kiff. le kiff, concrètement, ça ressemble à quoi? Ben, je te dirais qu'il y a autant de définitions du kiff que d'individus sur Terre. Ok. En fait, on a tous notre propre définition. Mhm. Pour certains, ça va être, tu vois, le côté chillé, machin, cela ou quoi. Pour d'autres, ça va être d'être à fond dans son boulot. Enfin, on a tous notre définition et l'important, c'est de trouver notre propre définition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait sorti le livre Silence ça kiffe. C'était pour aider les gens à trouver leur propre définition parce qu'en fait, ça paraît très simple dit comme ça, mais en fait, c'est très compliqué à trouver pour deux raisons. Un, on voit très souvent ce qu'on kiffe pas ou ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on veut plus, mais on a du mal à voir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on kiffe. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a toutes les injonctions, comme tu disais avant, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir et tout ça. Et l'autre raison, c'est que très souvent, on se rend compte que ce qui nous fait vraiment kiffer, on n'a même pas conscience que ça existe. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup en intelligence collective aussi, parce qu'en fait, le truc qui nous fait vraiment kiffer, bah, peut-être qu'on n'a jamais encore été au contact. Tu vois, on Mhm. a une vie qui est bornée, qui est limitée par le temps, l'espace, par notre vécu, mais peut-être qu'en fait, le vrai truc qui nous ferait bander là, pendant les années à venir, bah, peut-être qu'on ne sait même pas qu'il existe encore, et ça va être en discutant avec quelqu'un, en allant l'expérimenter. Nous, on travaille beaucoup avec l'expérimentation, en faisant tester des trucs aux gens. Et c'est vraiment dingue de voir à quel point les gens, des fois, ils ont des prises de conscience et des sauts quantiques de dire oh, putain, mais ouais, en fait, j'ai envie de faire ça. Tu vois, hier, je discutais avec un ancien client, mais je suis tellement. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. C'est un gars qu'on a accompagné il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, qui était vétérinaire. Il avait fait une tentative de suicide parce que dans le milieu vétérinaire, il y a beaucoup de tentatives de suicide. Ça. On a découvert tout l'envers du décor des milieux vétérinaires, cela et tout. Et en fait, le fait qu'il découvre que, bah, en fait, tout ce qu'il avait vécu, ce qu'il pouvait faire, ça pouvait aider un maximum de gens sur cela. Il vient de faire ses premières vidéos avec plus de 4 millions de vues là en ce moment. Donc, toi, il a lancé son truc. Il vient de dépasser les 60. Je crois que c'est, si je te dis pas de conneries, 60 000 abonnés là sur Insta, plus de 100 000 sur TikTok. Et il a une croissance qui est énorme. Il vient de signer un partenariat avec une influenceuse qui a plusieurs millions d'abonnés, qui le fait venir chez elle, je crois que c'est à l'île Morée, je sais plus quoi, pour faire là, il a une croissance de ouf, tu vois. Mais il y a 4 ans, il savait même pas que ça existait, ce milieu-là, que c'était possible, tu vois. Et, Waouh. toi, hier, il m'a appelé, on a célébré ça et tout. C'était émouvant. C'était vraiment émouvant de voir tout ça, de voir son ascension, comment il explose, comment il s'amuse et tout. Et en plus, il a eu des trucs pas drôles dans sa vie en parallèle. Mais le fait que ça rallume la chaudière, qu'il a un objectif, qu'il s'éclate, tu vois, il s'est remonté une équipe, mais c'est en train d'exploser son truc. Et vraiment, on est hyper heureux pour lui, quoi, tu vois. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est top, tu vois, de venir découvrir ce qui te fait vraiment kiffer. Mais Et oui. ça, c'est vraiment, vraiment Et ça, je pourrais essentiel. t'en lister mais tellement des exemples comme ça. Et c'est, enfin, voilà. Tu vois, moi, pendant tant que j'étais salarié, je disais souvent que je savais plus pourquoi je me levais le matin. Mais tu vois, c'est vraiment. Tu me demandais ce que c'est que le kiff. Moi, pour moi, mon kiff, c'est de savoir pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Et Moi, alors, pourquoi tu te lèves le matin? mais pour des moments comme ça, en fait. Tu sais, j'ai eu une petite crise existentielle. Bah, tu me parlais de Romain Clamaron tout à l'heure, là. Tu reviens d'une retraite chez lui, là. Big up Et à Romain. ouais, on t'embrasse, mon Romain. Tu vois, moi, j'avais été faire une de ses retraites il y a. Ah, attends. Ouais, je sais plus. Bon, il y a quelqu'un. Il m'avait fait intervenir dans une de ses retraites. Et puis, en fait, j'étais Ouais. revenu pour moi, personnellement, sur une autre derrière parce que j'étais dans justement une phase un peu bancale. Je savais plus pourquoi je me levais. Tu vois, j'avais perdu Ouais. un peu la flamme. Et en fait, on est arrivé à la fin de la retraite, tu vois. J'ai recroisé des anciens clients qui m'ont partagé leur histoire, qui m'ont dit l'évolution qu'ils avaient eue. Tu vois, c'était des moments très émouvants, on se serrait dans les bras, machin. Enfin, tu as vu comment c'est chez Romain. Et en fait, tu vois, ça m'a reconnecté à ça, de me dire, mais putain, mais en fait, je cherchais pourquoi je me levais, parce que je cherchais un truc
dans le faire, faire, faire. Mais en vrai, encore une fois, c'est dans l'être qu'on le trouve. Et moi, c'est à ce moment-là, je me dis, mais voilà pourquoi je me lève chaque matin, en fait. C'est pour voir ces moments-là, pour entendre ces histoires-là, voilà pourquoi on se démène autant, parce qu'on va pas se mentir, il y a des moments où on en chie aussi, quoi, hein, comme toute boîte. Et bah ouais, en fait, c'est ça qui nous fout le feu, en fait. Quand tu vois ça, putain, c'est magique. Ça, c'est clair. C'est clair. T'as les chills, t'as la chair de poule quand ça se passe, hein. Bah oui. C'est clair. Et tu disais quelque chose d'autre, et j'aimerais bien qu'on creuse un peu le sujet, Ouais. parce que très souvent, enfin, on a toujours entendu, laisse, quand tu franchis la porte de l'entreprise, tu laisses derrière tous tes problèmes. Perso, pour moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Je me revois encore mon premier job et je revois encore la porte que je franchissais tous les matins en me disant, ah oui, là maintenant c'est le gars sérieux, tu vois. Donc je faisais le gars sérieux, tu vois. Et en réalité, plus j'avance et plus je me rends compte que dissocier les deux, bah, c'est quasiment impossible, tu vois. Et que l'un va impacter l'autre et l'autre va impacter l'un. Ton perso va impacter le pro va impacter le perso. Et si tu cherches à dissocier quelque chose qui est unifié, c'est un peu comme essayer de changer, de séparer le blanc du jaune dans une omelette, tu vois. Ça va pas le faire. Oh non, encore mieux. On va prendre cette petite comparaison de si t'as de l'eau avec de la terre dedans et que t'as tout touillé, ça va être de la boue, pas possible. Alors que si tu laisses les choses se décanter, ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui aujourd'hui, voilà, elle se dit non, moi je peux pas amener le perso, faut vraiment faire la différence entre les deux, mais aussi, et c'est aussi l'autre point important de mettre trop de perso et que le perso vienne empiéter sur le pro quand on est en mode pro et que le pro vienne empiéter sur le perso quand on est en mode perso, tu vois. Bah, alors, je te dirais que ça dépend des cas, Mhm. mais il y a un moment, moi j'aime bien voir, tu sais, les domaines de vie un peu comme une assiette, quoi. Tu vois, tu sais, les Ok. assiettes en équilibre et dire, bah en fait, dès qu'il y en a un qui est bancal ou un qui est pas travaillé, ça va impacter les autres, ça va se vautrer. Le plat, il va tomber à un moment, quoi, tu vois. Euh, et ça oblige à prendre de la hauteur sur notre être. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dès qu'on est là-dedans, on est dans le faire ou le avoir. Tu vois, on a envie de scinder. C'est un peu l'art de la guerre de, comment on appelle ça, scinder pour mieux Sun Tzu. gouverner, quoi. Tu vois. Et mais il y a un moment, non, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux pas le distinguer. Et une personne qui s'obstine à le faire, bah, j'aurais envie de lui dire, bah, en fait, continue. Quand tu comprendras que ça marche pas et que tu verras que ça marche pas, bah, t'essaieras autre chose. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, ça veut pas dire ramener tout ton perso au boulot, quoi. En fait, tout ça, c'est un équilibre. Notre univers, il tourne depuis si longtemps, c'est parce que moi, je crois beaucoup à cette notion d'équilibre. On a besoin d'équilibre. Moi, je crois pas, tu sais, à cette notion de bien, de mal, de positif, de négatif. Je crois pas à tout ça. Ça, c'est avec notre vision très binaire de petit humain qui veut comprendre les choses et compartimenter les choses et fragmenter les choses. Mais en fait, tu vois, j'ai fait beaucoup de recrutement, par exemple, quand j'étais dans mon boulot. Et on me demandait souvent de poser des questions sur les qualités et les défauts. Je disais, mais arrêtez avec ça, en fait. Ça n'existe pas, les qualités et les défauts. Il existe des traits de caractère. Oui, ça existe. Mais un trait de caractère, dans une situation, ça va être une qualité, dans une situation, ça va être un défaut. Mais il y a un moment, ça ne veut rien dire de chercher à comprendre les qualités et les défauts des uns. Donc, arrêtez avec ces questions bateau. Et là, bah, en fait, c'est pareil. Il faut comprendre quand tu embauches quelqu'un ou que tu as quelqu'un dans ton équipe, que le pro est un morceau de sa vie, c'est un fragment. Alors, est-ce que c'est un fragment qui vient foutre le bordel dans sa vie? Est-ce que c'est un fragment qui vient dynamiser? Est-ce que c'est un fragment qui vient équilibrer? Et le perso va être la même chose. Sa santé, ça va être la même chose. Son couple, ça va être la même chose. Ses finances, ça va être la même chose. Donc, il y a un moment, on est obligé, en tant que manager ou en tant qu'entreprise, d'avoir une certaine, sans avoir trop d'ingérence, mais d'avoir une vue globale sur la météo de tout ça, en fait. Tu es obligé. Sinon, enfin, ça va te péter à la tronche. Tu sais, j'ai souvenir d'un petit jeune qu'on avait embauché. Il est passé sur notre process de recrutement et tout le process a dit non, mais on le sent pas, ça va pas le faire et tout. Et je sais pas, putain, moi je disais, ce gamin, les gars, il y a un truc parce qu'il a la dalle et je pense que c'est un bon profil. Et on était en train en plus à ce moment-là de chercher des postes de manager donc pour encadrer l'équipe. Et eux, dans la boîte, ils voulaient absolument mettre, comme l'erreur qu'on fait 90% des boîtes, c'est ils vont mettre le plus ancien. Sauf que le plus ancien ne veut pas dire le plus bon manager. Le management, c'est une compétence. Le management, ça ne dépend pas de ton historique. Donc, ce qui fait que souvent dans les boîtes,
on va mettre le mec qui a le plus de compétences techniques sur cela, et comme si le management était la suite de quelque chose. Or, le management, c'est pas la suite, c'est un process en parallèle. Un bon technicien fera pas un bon manager, quoi. Et souvent, il y a des mecs qui veulent juste devenir l'expert sur un truc, ils veulent pas manager les gens. Et souvent, dans les boîtes, on va faire la connerie de mettre ces gens-là au management, ce qui fait que ça explose des équipes, c'est le bordel et tout. Et par contre, tu vois, ce gars, je dis, putain, lui, ce serait un bon manager. Oui, il n'a pas l'expérience technique, il n'a pas de ça, mais putain, il est bon en humain. Et il bloquait là-dessus. Et moi, je le reçois en recrutement et je creuse un peu et je me rends compte que ce gamin-là, ça fait 1 an qu'il est brouillé avec sa mère et que c'est clashé et qu'il a beau jouer le dur, tu vois, en disant ouais, rien à foutre, machin, gna gna. Je sens que c'est un poids pour lui et que tu vois, il y a un espèce de blocage. Et donc, j'appelle ma femme et je dis écoute, tu sais quoi, ce soir, je vais rentrer tard, j'ai envie d'aller bouffer avec ce gamin, je veux en savoir plus sur ce truc-là. Et c'est moi qui validais, j'étais le dernier maillon du recrutement, c'est moi qui validais son profil. Et je lui dis écoute, pour l'instant, je te valide pas parce que j'ai besoin de comprendre ce truc-là. Et lui, il me dit mais ça n'a rien à voir, c'est mon perso, ça te regarde pas et tout. Ouais, ok, mais écoute, si tu as envie d'embaucher chez nous, moi je veux comprendre où ça bloque là-dessus. Et on a été bouffer ensemble. Moi, je venais de perdre mes parents. Je lui explique, tu vois, un peu le truc de bah écoute, moi, je viens de perdre mes parents, tu sais, je paierai pour m'engueuler avec eux, machin, c'est ça là. Et le lendemain, il appelle sa mère. Et il s'est rabiboché avec sa mère. Et il m'a rappelé le soir même en me disant mais écoute, mec, putain, on a eu une conversation de ouf avec ma mère. Putain, merci, toi, pour hier soir, cela. Bah, ce gars-là, il a embauché chez nous. Et tu sais quoi, moi, j'ai quitté cette boîte-là en 2018. Et j'ai régulièrement de ses nouvelles. Il a un super poste dans la boîte maintenant. Il a eu une carrière de ouf, il s'éclate. C'est un super profil. Bah, tu vois, ça s'est joué à un dîner en fait. Soit on pouvait lui dire ouais bah non en fait ça le fait pas, son énergie elle est pourrie, ça va pas le faire. Soit je prenais le temps d'un dîner pour comprendre où ça bloquait, on débloquait ça oui ça avait rien à voir avec le pro, mais le mec putain il est épanoui, il s'éclate. Maintenant il a peut-être eu d'autres histoires depuis, tu vois, j'en sais rien. Mais ça s'est joué à un dîner donc on peut pas dissocier, c'est impossible. Que ce soit pour les Mais c'est souvent le entrepreneurs, cas. les salariés, c'est partout. J'ai un client, je me souviens, alors ça a dû lui faire une douche froide quand il est arrivé en premier appel de coaching. Il arrive sur le premier appel de coaching avec, tu vois, il avait quelques minutes de retard, tu vois. En France, en général, quand on est un petit peu en retard, on dit ouais, ok, tu vois. Et moi, je lui ai dit non, je vais aller chercher, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il était ok de pas arriver en retard sur quelque chose qu'il avait payé. Tu vois, c'était quand même un investissement, je vois plusieurs milliers d'euros, je crois entre 6 et 8K, tu vois, sur 3-4 mois. Et premier rappel, il est en retard, et je dis ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ah non, juste un petit peu en retard. Et en fait, on a commencé à creuser. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques aussi bien dans son couple qu'avec sa mère, tu vois. Donc je lui dis, tu sais quoi, ce serait bien que tu fais je te suggère de réavoir une conversation avec ta mère. Dans les jours qui ont suivi, il m'a envoyé un message, sa mère, elle a passé le moment le plus extraordinaire depuis des années, tu vois. Et lui, ça lui a permis, tu vois, d'avoir cette prise de conscience-là en se disant, ok, il y a quelque chose, tu vois, qui se joue sur tous les niveaux. Et c'est au-delà du business uniquement, tu vois, qui est important. En fait, on est des êtres multidimensionnels à multifacettes. Et en fait, les différents aspects vont être amenés à nous toucher. Et c'est en fait prendre conscience de ces différents aspects qui est le plus important. Et quand il y en a un qui va pas, bah c'est s'en occuper. Ah, C'est sûr. L'équation est tellement plus complexe que ce qu'on a envie de croire. On regarde ça ouais, avec notre regard de petit humain, mais à un moment, il faut prendre de la hauteur sur tout ça. c'est clair. Je te propose qu'on fasse un petit voyage, mon cher Julien. Ah, vas-y, ouais, c'est le Eh, thème. vas-y. Hein? C'est le thème, moi, en ce moment, donc vas-y. Et qu'on parte dans les îles. Plus particulièrement la Guadeloupe. On s'est eu il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, t'étais en Guadeloupe. Ouais. Et tu m'as partagé plusieurs choses. Pourquoi est-ce que la Guadeloupe... Enfin, explique-nous. Pourquoi la Guadeloupe? Pourquoi on parle de Guadeloupe sur le podcast alors qu'on parlait de kiff il y a un instant? C'est quoi le délire? Ah, la Guadeloupe, c'est une longue histoire. En fait, ça. Alors, il faut savoir que mon épouse est de Marie-Galante à l'époque. Elle est originaire de Marie-Galante. Ok. Et donc, j'ai découvert la Guadeloupe il y a, je sais pas, ouais, ça commence à faire quelques années, 15 ans à peu près. Et j'y allais régulièrement. Et c'est un endroit où je me sens vraiment bien à chaque fois. Mais tu vois, je me dis, bon, c'est mon endroit qui me ressource, quoi. Point.
Et j'étais très malade, début d'année là, parce que, bah, comme tout le monde, il y a des choses que j'ai pas écoutées, tu vois? Et bah, à un moment, mon corps, il a gueulé un peu plus fort et hem et en fait, je suis sorti pour dire, il y a un moment où je croyais que j'allais crever, hein. On avait mis un diagnostic qui était pas cool. J'ai passé 3 semaines vraiment dans le mal, vraiment Mmh. à pleurer comme un bébé, croire que c'était fini, tu vois? Il me parlait de cancer du sang ou cancer des poumons, ils hésitaient, enfin c'était un peu chaud. Et c'est après avec les différentes biopsies quand ils ont réussi à écarter le truc et mettre autre chose. Mais j'ai passé 3 semaines vraiment dans le dur. Enfin, 3 mois dans le dur, mais 3 semaines à croire que j'allais mourir, quoi. Et bah, c'est long, 3 semaines. C'est très long. Et du coup, et j'ai la chance d'avoir une super coach, parce que j'ai beau être coach, bah, je suis comme tout le monde, hein. Je sais que souvent sur les réseaux sociaux, ça fait très rire quand ils disent ouais, coach de coach, mais on a besoin de superviseurs, hein, surtout avec toute la merde qu'on brasse. On a besoin de faire le point et j'ai la chance d'avoir une super coach qui m'accompagne et qui m'a dit, tu sais quoi, on va aller creuser la mort, vraiment. On va aller voir, pas juste, non, positive, allez, focus-toi sur le positif. Elle m'a dit, non, non, on va y aller. Imagine, là, on t'annonce vraiment que c'est la fin et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, cela et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à refaire. Donc, c'était un peu complexe, mais j'ai commencé à refaire la liste d'un peu de, tu vois, des choses que je regrettais. Tu vois, qu'est-ce que j'aurais voulu faire, que j'ai pas fait et tout, machin. Et un des premiers trucs qui est ressorti, de me dire, putain, mais en fait, j'aurais voulu vivre quelques années en Guadeloupe. Vraiment, c'est un lieu où je me sens bien et je me rends compte que c'est juste la peur qui m'a fait ne pas y aller, la peur de la logistique, de dire comment ça va se passer si je travaille de là-bas ou quoi. Mais mon cœur, ça fait quand même des années qu'il me disait, putain, mais t'as envie d'être là-bas, quoi. T'es bien là-bas et je suis sorti là en me disant, tu sais quoi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça va se faire, mais je dis à ma femme, viens, on déménage là-bas, quoi. J'ai envie de. Et ma femme, j'ai la chance d'avoir une épouse formidable et qui me suit un peu j'allais dire dans mes délires, mais c'est pas mes délires, mais elle sait qu'en général, j'ai plutôt un sens de l'intuition qui est plutôt bien développé à cet endroit-là, notamment sur le kiff. Et elle m'a dit, ouais, vas-y, écoute, on est parti. Donc bah là, on est en plein dedans. Tu vois, on est en train de mettre la maison en vente, bouger. Mais je te jure, je suis en plein dans la citation de Mike Horn. Tu sais, celle qui dit d'ailleurs que j'y crois tellement cette citation et j'en ai tellement besoin de la lire très régulièrement parce que mon cerveau il fonctionne à l'inverse de cette citation, donc j'ai besoin de la lire régulièrement. Mais je l'ai imprimée dans mon bureau, tu vois, elle est à côté de moi. Elle dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses restent sur place. Et moi, je sais que j'ai le cerveau qui souvent a besoin des 100% de réponses pour me dire quand je saurai tout, je ferai. Et alors que la vie m'a montré plein de fois qu'en général, si j'écoute mon cœur, quand il me dit c'est par là, oui, mais je vois pas comment, c'est par là, non, mais oui, mais j'ai peur, mais c'est par là, vas-y, bordel. Et à chaque fois, j'ai eu des beaux cadeaux. Donc bah là, la Guadeloupe, c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais mon cœur me dit depuis quelques années d'y aller. Donc là, on a pris le pas de dire, allez, vas-y, on y va. Et c'est assez drôle de voir déjà comment, encore une fois, il y a plein de choses qui s'alignent, qui se passent de manière fluide, même des situations qui avaient l'air très complexes, bah, des trucs qui se passent très simplement. Donc je fais confiance à mon cœur sur ce coup-là et go la Guadeloupe. Là. Et go la Guadeloupe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et t'en es où? Alors ça, c'est extraordinaire, tu vois, ces changements de vie, je trouve ça vraiment inspirant. Nous aussi, bah là, on est basé aux Pays-Bas, mais j'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Bali. Là, on est aux Pays-Bas et c'est un peu la question, tu vois, c'est Kititi, c'est What's next? devenir, ouais, où va-t-on après, tu vois? Ouais, je comprends. Est-ce qu'on reste en Europe? Est-ce on part en Indonésie? Est-ce qu'on part au Moi, j'ai une petite idée, tu vois, peut-être Barcelone, tu vois, c'est un truc qui me Bah, moi, c'était mon deuxième. Moi, je suis amoureux de Barcelone et à la base, c'était mon premier choix. Et pour mon épouse, le changement de langue, ça faisait un step trop grand pour l'instant. Elle m'a dit, écoute, je veux bien qu'on reste en France. Tu vois, la Guadeloupe, ça reste la France et tout. Et ça faisait un step trop grand. Et puis moi, Barcelone, c'est mon deuxième point. J'ai plein de potes là-bas et j'aime tellement cette ville. Elle a une énergie qui est incroyable. Il y a un bassin entrepreneurial qui est juste ouf. Enfin, les tapas sont extraordinaires. mais ouais, t'es à 1 heure et demie de Paris en avion. Enfin, Ah, c'est vraiment génial, je suis bien d'accord, ouais. Et c'est donc ça fait partie, tu vois, ouais, je des comprends. options. Et c'est vrai que Barcelone, ça a une énergie, comme tu dis, très Ouais. spéciale et c'est vraiment c'est c'est encore du kiff. Et du coup, Barcelone, toi attends, je te dis une petite anecdote parce qu'elle est incroyable.
Moi, cette ville, il m'arrive toujours des trucs de ouf à chaque fois que j'y suis. Et un soir, on est dans le vieux Barça avec des potes. Ouais. Et il y a un mec qui vient se poser avec sa guitare à la table. Mais on est dans un espèce de tout petit bistrot de rien du tout, tu vois. Il y a un mec qui vient se poser avec sa guitare à côté. Et puis en déconnant, on dit putain, le mec il ressemble trop à Manu Chao, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, on voit que ça commence à y avoir du monde, cela. Et on a compris après que c'était probablement Manu Chao, quoi. Et on était assis juste à côté. C'est juste ouf. Juste ouf. C'est extraordinaire. C'est Génial. incroyable. Ouais, c'est vraiment partie de ces choses-là qui sont vraiment cool. Et du coup, toi, donc, la Guadeloupe, excellent. C'est quoi qui t'attire, toi, dans ce pays? Moi, j'ai une croyance, c'est que les êtres humains sont attirés par certaines parties du globe, tu vois. Tu vois, j'ai des amis qui ne jurent que par l'Amérique du Sud. J'ai des amis qui ne jurent que par les pays d'Afrique. Moi, je ne jure que par les pays du sud-est asiatique. Tu vois, quand je suis arrivé au Cambodge, il y a... C'était quoi? J'avais 22 ans, il y a... Ça fait 18 ans. J'avais l'impression d'être arrivé à la maison. C'est on était sur des routes en terre, t'es sur ton scooter, on te conduit, personne n'a de casque, et tu fais, ouais, mais c'est la folie ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, je me sens bien et à l'aise. J'arrive à Bali, après, tu vois, peut-être 15 ans sans être retourné non, c'est pas vrai, j'étais reparti en Thaïlande, mais j'étais pas retourné, tu vois, en Asie du Sud-Est pendant aussi longtemps que ça, tu vois. Et j'arrive, et là, la première sensation, c'est, ça y est, je suis arrivé à la maison. Comment ça se passe, toi, quand t'arrives en Guadeloupe, tu vois? Mais tu viens de mettre les mots exacts, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation. Je me sens chez moi. Et alors, je sais que je fais gaffe parce qu'en plus, tu sais, les Guadeloupéens sont très chauvins. Alors, moi, ça va comme la belle famille antillaise, machin, tu vois. On a un sacré réseau là-bas. Et puis c'est une culture que je respecte énormément. Euh, mais par contre, dans mon intérieur, quand j'y suis, je ne sais pas te l'expliquer. C'est pas comme tu le décris là. C'est vraiment je me sens chez moi, je me sens bien, en fait, tu vois, j'ai testé plusieurs lieux là sur les derniers mois parce que je me suis dit, tiens, j'avais envie de bouger de toute la Touraine et je suis allé donc chez des potes à la montagne, d'autres à d'autres endroits, enfin voilà. Et, et je voyais mes potes comment à la montagne par exemple, que ce soit en Suisse ou dans les Alpes françaises ou dans les Pyrénées, comment ils sont émerveillés par même des petits trucs pourris, tu vois. À chaque fois, oh le nuage, oh le soleil, oh la mer, tu vois, dès qu'ils sont là-bas, ils sont émerveillés. Et il y avait une part de moi qui était un peu jaloux, de dire putain, moi j'ai pas d'endroit où je ressens ça, ça me saoule quoi. Et au début d'année, je me suis dit, bah si, en fait, j'en ai un. Moi, le seul endroit où je ressens ça, c'est en Guadeloupe. Et c'est pour ça que là, cet été, on a dit, viens, on part 2 mois en Guadeloupe et on a tout plaqué. On est parti 2 mois là, en s'est dit, on va essayer de bosser là-bas, depuis là-bas, en télétravail et tout, machin. Et, euh, et de toute façon, bon, les 3 quarts des coachings sont en visio, et puis ma femme, elle est en télétravail. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, mis à part 2, 3 soucis logistiques près. Et en fait, tu vois, pendant les 2 mois, j'ai mis beaucoup de conscience là-dessus. Et notamment à ma femme, qui elle se moquait un peu de moi, mais elle me dit, mais on dirait un enfant. Elle me dit, regarde, tu t'émerveilles de tout ce que tu disais. Tu sais, il y a les andolites, tu sais, c'est les arts verts là, qui sont très beaux et tout. Mais dès que je viens là, moi, je suis émerveillé, je joue avec. Mais un gamin, tu vois, là-bas, les fruits, le fait d'aller le matin se lever, prendre ma mangue, tu vois, ou ma papaye dans le jardin, me faire mais je suis mais au summum de mon kiff. Tu vois, le kiff, tu sais, on parle souvent, la plupart des gens croient que c'est dans des grandes choses, tu vois, mais plus tu apprends à embrasser le kiff dans la simplicité, plus tu vas l'apprendre dans les grandes choses. Tu vois, j'entends une interview hier de, comme il s'appelle, merde, le fondateur de FID, là, Anthony Bourbon, Anthony Bourbon. qui disait que justement, oui, il a les moyens de partir en vacances en jet, partout, machin, cela, mais volontairement, il se le fait pas parce qu'il a pas envie de se déconnecter de la réalité. Il veut rester à embrasser les petites choses comme des grandes choses et que c'est pas parce qu'il a les moyens de ça que son bonheur va là-dedans. Tu vois, il part en vacances dans des lieux assez simples avec ses potes et tout, machin. Il me dit oui, à un moment, on va se faire un gros kiff, se payer un tour d'hélicoptère, des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre avant. Mais à côté de ça, c'est pas ça qui va leur procurer leur gros kiff, tu vois. Le gros kiff, Ouais. il va devenir un moment de prendre l'apéro dans un lieu sympa avec les potes et de se dire, oh, j'ai pas le stress financier, tu vois. Enfin, il vient de là. Et moi, en Guadeloupe, c'était vraiment ça, de me dire, putain, mais juste de se poser la papaye, un machin, prendre l'apéro, pouvoir prendre l'apéro ou faire un truc quand tu as envie, tu vois. Mais c'est pas ça le bonheur, je sais pas ce que c'est, quoi, tu vois. Et ça, je le ressens que là-bas pour l'instant. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera plus le cas.
Peut-être que dans un an, ce ne sera plus le cas. Mais là, vraiment, j'ai besoin de ce lieu en ce moment. Ouais, c'est ça. Et ouais, je pense qu'on a aussi ces lieux qui, je dirais, qui nous appellent de temps en temps. Et même si bah, ça reste la France, c'est pas la même chose, tu vois. Je pense que la métropole. Et même, je dirais que l'Europe. Parce que c'est une île, c'est pas du tout. Enfin, ils ont bah, voilà, des origines qui vont être différentes. C'est un peu comme si, tu vois, quand je pars à Bali, même si t'as énormément de touristes, t'as une culture qui est différente, t'as une manière de voir la vie qui est différente, t'as. Et quand je dis culture, c'est aussi la manière d'avoir des cultes, tu vois, de ce sur quoi ils vont. Dans la tradition du yoga, tu as quelque chose qui s'appelle le Bhakti Yoga, qui s'appelle le yoga de la dévotion. Enfin, c'est le yoga de la dévotion. Et c'est comment est-ce que tu vas te dévouer à quelque chose. Et généralement, c'est des divinités. Bon, généralement, c'est des divinités. Donc, tu vois, dans l'hindouisme, tu vas avoir toutes sortes de divinités qui existent. Mais tu as toujours, tu vois, dans ces cultures-là, différentes divinités vers lesquelles tu vas te tourner. Et je trouve que c'est tellement intéressant, enrichissant d'avoir une mentalité vraiment différente d'ici, où moi je raisonne beaucoup plus, tu vois, avec ce qui se passe en Indonésie, par exemple. Là, surtout à Bali, etc., c'est pas le même style de vie, c'est pas euh, le même rapport à la famille, c'est pas le même rapport au travail. Et, et c'est tellement, je trouve, tu vois, c'est comme si dans la même vie, je vivais plusieurs vies différentes parce que je voyais les choses très différemment. Après, je pense qu'on a besoin tous d'être nourris intellectuellement. En fait, le système de l'école nous fait croire que oui, bah, voilà, jusqu'à ton école, tu apprends et après, bah, ça y est, c'est le boulot, quoi. Alors qu'en vrai, tu vois, bah, nous, on le voit bien avec les formations, avec le développement personnel, avec plein de choses. On a tous besoin d'être nourris intellectuellement et d'apprendre. C'est un Oui. besoin qu'on a tous. Donc forcément, quand tu trouves un lieu en plus où tu apprends des choses, tu vois, moi, je sais qu'en Guadeloupe, mais j'adore cette posture d'enfant où j'ai l'impression d'apprendre plein de choses, que ce soit sur la nourriture, sur, tu vois, à un moment, on se baladait avec la tante de ma femme en forêt et tout, elle me tient, mange cette fleur là, tu sais que ça c'est bon pour les yeux, ça un machin et tout. Et tu vois, des fois je me méfie quand même, j'allais vérifier. Moi, il y a l'ingénieur en moi derrière qui a aussi toujours besoin de comprendre les choses, comment ça s'articule ou quoi. Et effectivement, je dis putain, ouais, fleur de clitoria qui est magnifique, ouais, en fait, c'est très bon pour la santé, tu peux en manger sans problème. Et c'est très bon pour les yeux, effectivement. Il y a plein de gens qui, à manger les fleurs de clitoria, avaient plus besoin de leurs lunettes, par exemple, pour voir de près ou des choses comme ça, tu vois. Et elle en est là. Et c'est un truc de ouf. Et il y a plein de choses comme ça où tu apprends, que ce soit sur la faune marine, sur comment c'est construit la Guadeloupe. Ouais. Mais c'est tellement enrichissant. Enfin, enrichissant pour moi. En ce moment, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment. J'apprends, tu vois. Moi, j'aime la musique. Je suis un fan de musique. Et j'aime les percussions notamment. Et tu vois, en Guadeloupe, tu as ce qu'on appelle le gros cas. C'est un art qui est vraiment qui me fascine et qui est très physique. Et j'adore discuter avec les mecs, comprendre comment ce chant-là, tu vois, c'est quoi l'histoire de ce chant-là, parce que ça vient souvent des champs de coton, tu vois. Il y a une histoire derrière chaque chant, derrière chaque danse. Et en fait, Hmm. pourquoi celui-ci s'est créé, pourquoi il a ce rythme-là, et tu te rends compte que putain, en vrai, on sait rien, parce que tu as des chants qui vont aller sur certaines vibrations, qui vont provoquer certains trucs, et on parle de trucs qui ont plusieurs centaines d'années, tu vois. Et là, on est là, nous, à faire nos gros malins, essayer de tout comprendre, mais en fait, il y a des choses que les anciens comprenaient bien avant nous, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça, tu sais, quand je te parle, tu sais, du yoga bhakti, de la dévotion, c'est ça, c'est comment est-ce que tu rentres dans ces champs qui vont au-delà de toi. Et ce que je trouve également extrêmement intéressant, que moi j'ai vu, tu vois, moi, pour te donner une idée, quand j'étais à l'école, tu sais, t'as des cours de musique avec la flûte au los, je sais Ah pas ouais. si tu te souviens. Et t'as un moment où tu fais du chant. Et moi, j'avais une voix qui était, je sais pas quoi, qui était pas suffisamment bien pour la prof, pour faire ça, peut-être trop aiguë ou autre. Et j'étais tout le temps au fond de la classe pour cette raison-là. Et donc moi, tu vois, je me suis jamais vu comme étant chanteur. Mais quand t'es amené à chanter, tu vois, bah, en faisant la retraite de Romain, t'as certainement fait Ouais. des chants avec lui. Et quand t'as toute cette voix qui ne fait qu'un, et t'as vraiment cette sensation d'union et de communion avec toutes les personnes, où on est en cercle, c'est juste magique et ça va au-delà, tu vois, d'uniquement du chant, tu vois. À la place d'avoir une personne qui a du lait de milliers de personnes, voire de millions de personnes qui est sur scène, là, on fait vraiment cette union, cette unicité.
Et moi, depuis que j'ai découvert ça à Bali, ça s'appelle le kirtan. Enfin, un des noms, c'est le kirtan. Mais moi, je suis tellement fan, tu vois. Alors qu'avant, moi, tu m'aurais dit, Gaël, tu vas faire du chant, mais jamais de la vie, frérot. C'est mort. Moi, j'ai pas la voix du chanteur. Mais là, ça change et t'as tout le corps qui tremble, qui se transforme. Je comprends. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est ancestral. Et quand tu ramènes ça dans des communautés, c'est tellement, tellement puissant. Oui, bien sûr. Mais tu vois, pour continuer de répondre à ta question, il y a un autre truc, moi, en Guadeloupe, qui me plaît. Enfin, c'est même pas ça me plaît, je sais pas où ça vient me chercher, mais. Le tiponche. Ah non, moi je bois plus d'alcool depuis 1 an. J'ai arrêté. Ça a été une grosse décision pour moi. Moi qui est un gros fêtard et tout, ça a été une grosse décision d'arrêter l'alcool. Mais non, c'est le rapport à la nature. Moi, ce que j'aime là-bas, c'est qu'à chaque seconde, la nature vient te ramener à ton humilité. Et les grosses choses comme les petites, tu vois, ça peut passer par les cyclones. Comme, tu vois, c'est un truc con. Le fait, t'achètes ton pain. Ouais. Tu vas acheter ton pain, bah t'es en France, la baguette, tu la laisses traîner ou machin, ça. Bah là-bas, tu fais pas ça. Hein. Laisse-la traîner, 5 secondes après, elle est remplie de fourmis, et peu importe si t'es dans une résidence, une belle ville. Non, en fait, t'inquiète, les bestioles vont arriver, les ravets, les machins. En fait, tout est fait pour te ramener à ton humilité tout le temps, pour te dire, hey, enfin, je veux dire, t'es qu'un humain, mais attention, la nature est là, et elle est plus forte que toi, et elle peut te reprendre vite le dessus. Et j'adore ce rapport-là. Je trouve que quand je suis là-bas, en fait, très souvent, tu vois, ça vient te ramener à hey, oh, il y a plus grand que toi, mon gars. Ouais. Et même dans les petites bébêtes, il y a plus grand que toi. Donc, moi, j'adore, vraiment, ça me. Enfin, c'est vraiment une énergie qui me fait du bien en ce moment et que j'ai besoin. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner là. Tu vois. Et c'est quand le retour en Guadeloupe? Ça va être la vente de la maison qui va faire le job. Là, tu vois, j'ai encore une visite tout à l'heure. C'est en train de se. Donc c'est proche, ça arrive. Inch'Allah, comme tu dis. Inch'Allah, comme on dit, carrément. Et excellent, j'adore ça, tu vois. Et c'est tellement vrai, tu vois, étant. Toi, c'est les lézards verts, nous, en Indonésie, c'est les geckos. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est la même famille. Hein, c'est la même famille. Ouais. Qui mangent les insectes et compagnie. Ouais. Et c'est vrai que le rapport à la nature, je me souviens, être très merveilleux. Tu sais, en général, tu te souviens de la première fois que tu arrives quelque part. Ouais. Tu vois, je me souviens exactement la première fois que j'ai mis les pieds à Bali. C'était au nord de Canggu, au nord de Raya de Canggu, qui est une des grosses artères du village, de la guest house où j'étais, et du premier repas que j'ai eu, où je suis allé le voir la responsable. Je lui ai dit, j'avais pas d'argent, je savais pas où aller manger, j'étais arrivé à 22h. J'ai dit, ok, j'ai faim, aidez-moi à manger. Tu vois, elle me dit, ok, d'accord, je te commande à manger. Elle m'a pris un plat local typique qui s'appelle un nasi goreng, qui est du riz frit avec un œuf et puis un peu de poulet. Et tu vois, je m'en souviens encore, alors que si tu me demandes ce que j'ai mangé le lendemain, impossible, tu vois. Si je me souviens que le premier resto que j'ai fait, c'est un restaurant italien, tu vois. Je vais en Indonésie pour manger italien et ça m'a fait halluciner. Et les Indonésiens adorent la nourriture italienne. Et là, tu fais, mais c'est un truc de dingue, tu vois. Un truc de dingue. Et ouais, la végétation luxuriante. Entendre les animaux. Avant, quand j'habitais à Londres, j'étais sous ce qui s'appelle le flying path, là où les avions atterrissent et décollent de Heathrow. Ah ouais. Heathrow, pour te donner une idée, c'est un avion toutes les 1 à 2 minutes. Je vois bien. Donc il s'arrête entre minuit et 6h du matin. Mais sinon, c'est ça toute la journée, tu vois. Ouais. Et là, j'arrive, silence, et que les animaux. Et c'est tellement magique. C'est tellement, tellement, tellement magique. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est, toi, là? Le souvenir que tu as, tu vois, de tes premiers pas, de tes premières journées, quand tu es arrivé en Guadeloupe la toute première fois, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Mets-nous des couleurs dans les yeux, Julien. Accroche-toi, parce que ça va être loin de ce que tu penses. Accroche-toi, frérot, il va nous dire, il a eu le Bali Belly, le Guadeloupe Belly, et c'était... Ah non, mais c'était un truc de ouf, c'est un truc qui a changé ma vie, d'ailleurs j'en parle dans le livre. Dis-toi, alors ce qui est rigolo, c'est que la première fois que je suis parti en Guadeloupe, c'est sans ma femme. En fait, il y avait un de ses oncles qui me dit, écoute, j'ai l'opportunité qu'on parte là et tout, par contre c'est semaine prochaine, machin, et ma femme n'a pas pu avoir ses vacances. J'ai dit, attends, je vais quand même pas aller faire ma première fois en Guadeloupe sans... Elle me dit, mais casse-toi, vas-y, ça va te faire du bien et tout. Donc on part... Casse-toi, ça te... Et moi aussi. Donc à l'époque, j'étais encore en mode fêtard, salarié et tout.
Et D'accord. donc, autant te dire, dans l'avion, il nous arrive Air Caraïbes, ouais, t'y ponches, ah ouais, t'y ponches. Moi, j'étais en mode déjà short, chemise à fleurs et tout. Tiens, mais le touriste de base qui arrive en Guadeloupe pour sa première fois, quoi. Et, on arrive, on sort de l'avion. Moi, je suis en mode pump it up, quoi, tu vois. Et donc, il y a le frère de l'oncle de ma femme, là, avec qui j'étais, qui vient nous chercher. Et il arrive, il dit il y a Tata, je sais plus qui est décédé, on s'en va à la veillée. Moi, Ah ouais. je regarde l'oncle de ma femme, JC, il s'appelle. Je dis, mais JC, moi, je suis en mode pompeux, puis on va pas aller à une veillée, quoi, et tout. Il me dit, mais si, tu vas voir, ça va être trop bien et tout. Je dis, mais je veux pas une veillée funèbre, mes premiers pas en Guadeloupe, c'est pas un enterrement, quoi, s'il te plaît, quoi. Ah Il me dit, ouais. non, mais c'est pas l'enterrement, là, c'est la veillée, tu vas voir, c'est pas pareil qu'en France et tout. Et donc, j'ai le souvenir, on est dans la Renault 19 pourrie avec le zouk qui sonne à fond dans des haut-parleurs dégueulasses, tu vois. Et eux qui commencent à rigoler à l'avant, et moi je suis à l'arrière comme ça en disant, putain, mes premiers pas en Guadeloupe, je vais à une veillée, quoi, tu vois. Ouais. Et là, on arrive à la veillée et je découvre une grosse teuf. Mais une teuf. Et il y avait un concert, il y avait un groupe de gros cas, il y avait la musique, il y avait la bouffe. T'as le cercueil qui est au milieu vitré, réfrigéré, et tout le monde qui fait la teuf autour du cercueil en train de. Et il me dit ouais, on n'a pas eu te le dire, mais il me dit en fait, c'est pas comme en France. Ici, il me dit ici les morts, oui, on va pleurer un peu à l'église ou quoi, mais en fait, on célèbre la mort ici. On a un rapport à la mort qui est différent. On célèbre la vie, on célèbre les moments qu'on a passés. On va pas être là à pleurer H24 de la disparition de la personne. Non, on fait la fête. Et je dis mais putain, mais le délire. Donc moi, au début, j'étais un peu gêné, tu sais, en mode, tu sais, je me servais là en train de prendre mon petit gâteau, mon petit boki, tu vois, et puis et mon petit pont, je me regarde, tu sais, avec la tête sur le cercueil en disant, putain, il y a un macabé qui me regarde, quoi. Et puis, bah, en fait, tu sais quoi, au bout d'une heure, j'étais déchiré par le rhum à 60 degrés et les 42 de température. Et j'étais en train de papoter, mais accoudé comme au comptoir, tu sais, en train de papoter avec le défunt. Je dis franchement, tu sais, mais ta fête, elle déchire et tout. J'étais carpette, mon gars, avec le jet lag, les 8 heures d'avion et tout. Ah oui. Mais je me suis dit, mais j'ai une espèce de prise de conscience, moi, à me dire, mais ils ont tellement raison, en fait. Tellement raison. C'est vraiment un rapport. Nous, en France, on va être triste, machin. Et c'est marrant, tu vois, j'ai perdu, enfin, marrant, entre guillemets, mais donc j'ai perdu ma maman l'année suivante et mon papa peu de temps après. Et en fait, vraiment, j'avais dit, putain, moi, à l'enterrement, ouais, je veux pas d'un truc. Mes parents, de toute façon, n'auraient pas voulu ça. Et je veux pas d'un truc hyper triste, machin. Je veux qu'on, ouais, pareil, on célèbre leur vie, on parle des bons moments et tout, machin. Et en plus, comme il y a toute la belle famille qui était venue, bah, du coup, de toute façon, j'avais pas trop le choix, ils ont mis l'ambiance. Mais, Ok. mais c'était vraiment ouf. Et je me suis dit, putain, Très mais bien. j'ai adoré ce premier rapport avec la Guadeloupe, me dire, mais en fait, tout n'est pas fête, mais on peut mettre de la fête dans tout, en fait. C'est Mmh. vraiment un choix. On peut kiffer la vie, on peut aller voir le positif partout. Enfin, je veux dire, il y a un moment, oui, on n'est pas obligé de pleurer, là. Tu vois, depuis, j'ai refait des enterrements, là, en France, de parents, d'amis ou quoi. L'autre fois, je dis à ma femme, je te préviens, fais-moi un enterrement comme ça si je pars avant toi. Tu me fais un enterrement comme ça, je vous hante sur 20 générations. Je vous préviens, quoi. C'était horrible, c'était triste. Ah, on va parler de machin, de Michel et qui. Mais arrêtez, putain, arrêtez, quoi. Heureusement, il y a un de ses potes, comme il était pilote de rallye, il y a un de ses potes à la fin d'enterrement qui a ramené la voiture du gars et qui a commencé à taper des ruptures, machin et tout. Et donc il y en a qui étaient choqués, mais il y en a d'autres qui étaient, mais oui, mais c'est ce qu'il aurait voulu, bordel de merde, quoi. Ouais. C'est ce qu'il aurait voulu. Faites la fête, marquez les esprits. Le mec, il a raconté, il a commencé à raconter, tu vois, les plus gros dossiers sur lui. Mais ouais, mais voilà, fais-nous rire. Mais Ça veut pas dire que ça enlève pas la tristesse, mais il n'y a pas que la tristesse, bordel. c'est vrai. C'est comment est-ce que tu dis au revoir aux défunts et c'est on en parlait hier soir avec ma femme justement des différents types de tu vois de processions funéraires. En France, c'est comme ça. Quand tu vas en Angleterre, globalement, tu as une petite partie à l'église et après les gens vont en bar et ils picolent, tu vois. Tu vois, j'ai une amie, elle était je crois qu'elle était d'origine de l'Inde ou du Pakistan, quelque chose comme ça. Et en fait, quand quelqu'un meurt, c'est la tradition de pleurer. Mais les gens se forcent à pleurer. T'as des personnes qui sont payées pour On pleurer. applique les pleureuses, là. Ouais, c'est ça s'appelle des pleureuses. C'est Ouais. ça, des pleureuses. Et elle me dit, Miguel, j'en ai marre. Ça fait, je sais pas, 2-3 jours que c'est comme ça. À chaque fois que je vais à la maison, Ah ouais.
t'as les gens qui pleurent, mais ils pleurent pour pleurer. Et là, tu fais, mais Ah c'est non, mais moi de j'ai ouf. assisté à ça, mais je ne comprends pas le concept. Alors c'est voilà, c'est culturel, hein, mais je trouve ça horrible. Elle se force, elle hurle et tout. Ah, ça met une ambiance là-dedans. J'en ai assisté à plusieurs enterrements là-dedans, mais je comprends pas le concept. Alors après, encore une Ouais. fois, je peux pas le juger, c'est culturel et tout. Mais ah ouais, non, non, moi c'est pas possible. C'est, c'est, c'est ouf de se dire, tu vois, t'as tout ça, et puis tu vas en Guadeloupe, tu fais l'éveillé funéraire où c'est la fête. Et je pense que c'est une ouverture d'esprit qui est vraiment tellement nécessaire de se dire, c'est pas que d'une façon. Tu vois, j'ai une phrase en ce moment que j'aime beaucoup, sur laquelle ouais, je suis en train de. Elle a eu plusieurs itérations. C'est de dire que la réalité n'est pas la vérité. Il y a autant de vérité que d'individus. Hein, donc. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est la vérité, tu vois. Et ça s'applique tellement, tu vois, en plus, c'est un sujet qui peut être un peu sensible, tu vois, les décès. Mais quand tu te rends compte que tu as la possibilité de le vivre de manière très différente, Hmm. tu te dis, ouais, ok, ouverture, tu vois, d'esprit sur le monde. Et qu'est-ce que toi tu souhaites? Et quel message est-ce que tu envoies? Et tu vois, après, tu vois, ça peut être dans des. T'as d'autres types aussi de, comment t'appelles ça, d'enterrement, tu vois, qui sont. Tu vois, dans les traditions musulmanes, il faut enterrer la personne, je crois, dans les 24 heures après son décès. Hmm. Si j'ai pas de bêtises. Et ensuite, tu as des célébrations ou des rituels, je sais pas si c'est des célébrations, mais des rituels, je crois c'est X 3 jours après, X jours après, 1000 jours après pour aider l'âme à monter. Et Hmm. c'est tellement intéressant en fait, tu vois, de se rendre compte que bah c'est pas figé, t'as pas qu'une façon de faire Ouais, les bien choses. sûr, bien sûr. Et c'est intéressant parce que tu sais, tu es porteur du fanion du kiff. Et ce que tu racontes là, c'est pour beaucoup de personnes, tu vois, ça peut être un extrême qui va les choquer. Mais c'est avec la Guadeloupe, tu as réussi à trouver comment des personnes vont amener du kiff dans un et décès qui pour en France, même en Europe en général, le décès égale quelque chose où les gens vont être tristes, tu vois. Non, mais même sans ça, tu vois, moi moi je me suis fait former par David Laroche pour le coaching. J'ai fait 2 ans avec lui là en présentiel, donc ça remonte hein, il y a quelques années de ça. Et j'ai tellement vu de coaching des gens switcher, même sur la perte d'un enfant des fois. Enfin, j'en ai tellement vu des gens, tu vois, sur des handicaps, des gens arriver à changer leur perception. Ça veut pas dire, encore une fois, enlever la douleur, oublier ou quoi. Hein. Ça veut juste dire aussi voir l'autre côté de la pièce. Voir où est-ce qu'il y a aussi de la beauté dans tout ça, de la magie. Alors, je sais que ça peut choquer quand on dit ça. Et moi, je l'ai expérimenté avec mes parents. Je sais, quand j'avais été voir une psy après le décès de mes parents, à l'époque, j'étais pas du tout dans le dev perso et tout. Et quand la première fois, elle me dit, tiens, c'est quoi un peu les avantages d'avoir perdu vos parents? C'est quoi les bénéfices? Mais j'avais envie de passer par-dessus le bureau et de lui éclater la tête, quoi, tu vois. Mais à force d'intégrer le truc, de le travailler, bah en fait, mais oui, tu prends de la hauteur sur tout ça et tu te rends compte que, bah oui, il y a aussi de la beauté dans tout ça, machin. C'est juste que sur le moment, on le voit pas, on a nos œillères, on a notre tristesse. Et puis c'est mal de dire ça, tu vois. Mais en vrai, encore, j'en reviens à ce qu'on disait au début, l'équation est plus complexe que ça en fait. Il y a un équilibre qui se fait dans tout, il y a de la magie dans tout, il y a de la beauté dans tout, il y a du kiff dans tout, comme il y a de la merde dans tout, comme il y a de la colère dans tout, de la tristesse dans tout. En fait, Ouais. on est on est une unité, il y a beaucoup de choses, on est une équation très complexe. Mais j'ai tellement vu, tu vois, sur des coachings, des fois, de gens qui arrivaient où c'était impossible de voir, pour eux, la perte de leurs proches allait être les suivre jusqu'à la fin de leur vie et voir qu'en 1 heure, on arrive à switcher et transformer ça. C'est de l'énergie. Bah, cette énergie-là, au lieu de la mettre pour se bloquer, on la met pour dynamiser, on la met pour trouver du sens, on la met pour renclencher quelque chose, repartir sur un projet. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Nico le vétérinaire qui, tu vois, qui a failli se suicider, machin, qui a vu des potes se suicider. Bah, je peux te dire que l'énergie qu'il mettait là-dedans, là où il la met en ce moment, bah, tu vois, ça donne des résultats plus kiffants, quoi, tu vois. Ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire je fais le mort et je fais abstraction de ce qui s'est passé. Ça veut juste dire je fais l'alchimiste et j'utilise à autre chose, quoi, tu vois. C'est ce que Ouais. j'aime, moi, dans le métier du coaching, hein, c'est d'aller jouer avec la neuroplasticité des gens, d'aller jouer avec le regard, leur perception, c'est tellement incroyable. Mm. Ouais, je pense aussi qu'à la hauteur où où t'es excité ou triste, t'auras l'autre côté Oui. euh,
qui sera là au même niveau. Donc si tu es très excité, bah, ça veut dire que tu vas tomber dans du très triste au niveau en termes d'échelle. Ça, je me souviens, c'est un vendredi, je rentrais du boulot à l'époque où je travaillais encore. Sympa la bouteille de rhum blanc. Chut, À 60 degrés, ça cogne. ça cogne. Je ne fais jamais, moi, Julien ne fais jamais ces podcasts sans une petite bouteille de rhum blanc. C'est pour ça que j'ai mis les bougies derrière, parce que sinon, ça fait des flammes à chaque fois. Mais non, c'est de l'eau. Oh là là. C'est de l'eau. Je le précise pour ceux qui écouteront sans voir, parce que sinon, il va me faire passer pour un ivrogne, le salaud. Exact, t'as raison, merci pour eux. Et ouais, tu vois, c'était un vendredi soir, et je rentrais du boulot, j'étais dans ma voiture. À l'époque, j'avais une Nissan Micra qui était vieille de peut-être 15 ans, mais quand on l'a eu, elle avait genre 400 km, tu vois. Donc la voiture était comme neuve, tu vois. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je reçois un appel d'une personne qui travaille avec moi et qui me dit Gaël, c'est bon, c'est validé, on bosse ensemble. Et donc j'ai fait la fête, j'ai fait trop bien, c'est génial, là, yeah. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui me dit mais Gaël, attention, parce que à la hauteur de laquelle tu célèbres et t'es excité, ça va aussi être la hauteur à laquelle tu vas être déçu quand quelque chose se passe mal. La redescente, elle va piquer. Voilà, je fais ça. Et de fil en aiguille, il se passe que, genre, 3-4 jours plus tard, la même personne me rappelle, elle me dit Gaël, finalement, il a un problème perso important, ce qui fait qu'il a dû annuler qu'il n'a pas donné suite au contrat. Et là, moment de bad, tu vois. Et là, la petite phrase, elle revient à ma tête, elle me dit à la hauteur à laquelle tu kiffes, c'est, je dirais, la profondeur à laquelle tu vas aller si ça se passe pas comme tu veux. Et donc, bien faire attention, tu vois, quand t'es en mode kiff, jusqu'où est-ce que tu vas et où est-ce que tu t'arrêtes. En fait, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est la vie, c'est pas que du kiff. Et en fait, pour kiffer, faut embrasser l'opposé. Encore une fois, le but, c'est pas d'être pompé up. Souvent, les gens, quand ils entendent kiff, c'est ouais, tu vois, ils pensent lifestyle, pompé up, machin. Non, non, non. Encore une fois, si se lever le matin et déjà avoir conscience que waouh, je suis en vie ce matin, tu peux déjà aller nourrir de la gratitude de ouf et du kiff là-dedans, en fait. Et je conseille même souvent aux gens de le faire. Parce que, tu sais, c'est comme l'argent, en fait. On dit souvent, l'énergie de l'argent, si t'es pas heureux sans argent, tu seras pas plus heureux avec. Le kiff, c'est exactement la même chose, en fait. C'est que si t'es pas heureux dans de la simplicité, tu seras pas plus heureux avec des grandes choses. Tu seras jamais comblé. Moi, je le vois, combien de clients j'ai qui ont couru après soit centaines de milliers de followers, voire millions, j'en ai qui sont multimillionnaires, c'est cela. Je peux vous dire, c'est pas les plus heureux, hein. C'est même les plus tristes. J'ai des chanteurs, j'en ai qui sont connus, qui ont une notoriété de ouf. Croyez-moi, c'est les plus tristes que j'ai. Hein. Parce que à la même hauteur, ils ont l'inverse, comme tu dis. Hein. Donc, il y a un moment, de toute façon, dès qu'on est dans du faire ou du avoir, en général, c'est qu'on est déconnecté de l'être. Et donc, la redescente, elle va piquer. Elle va repiquer. Donc, le kiff, c'est déjà ce qui fait soi-même à l'instant T, pas dans une projection, pas dans un voyage temporel de ma vie serait mieux si j'avais ça et c'était mieux avant, mais juste là à l'instant T, tout est parfait, tout va bien. Ça ne veut pas dire encore une fois être ignorant, oublier les problèmes qu'on peut avoir sur cela, mais juste d'avoir un regard sur hey, tu vois, j'ai une cliente hier qui me dit ouais machin, j'ai pas pu payer mon salarié ce mois-ci, elle était en bad et tout machin, et on a pris juste 2 secondes au début, je dis t'as le toit au-dessus de la tête, là, toujours? Ouais. T'as Internet? Ouais. T'as l'eau? Ouais. T'as l'électricité? Ouais. Tes enfants, ils allaient bien ce matin? Ouais. T'as pu les déposer à l'école? Et je lui dis, elle me dit, oui, je vois où tu vas en venir. Je dis, tu vois peut-être, mais tu sais quoi, on va encore continuer. On a continué pendant 5 minutes comme ça, et au bout d'un moment, elle me dit, non, mais bon, allez, elle me dit, j'arrête mon bullshit, c'est bon, tout va bien. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour laquelle il y a la malédiction des chanteurs de 27 ans? Alors, qu'est-ce que tu entends par la malédiction des chanteurs de 27 ans? C'est qu'en fait, il y a, alors, hasard ou pas, je ne sais pas, mais il y a souvent, tu vois, les chanteurs un peu en rock, etc., qui vont mourir à 27 ans, tu vois. Si tu prends, t'as Kurt Cobain, il avait 27 ans quand il est décédé. Amy Winehouse, c'est pareil.
Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont vécu, tu vois, une hype de ouf, qu'il y a, bah, tu vois, ces deux-là, en l'occurrence, ils sont décédés de Alors, sincèrement, d'overdose. j'aurais pas la prétention de savoir faire l'interprétation de ça. Mhm. Maintenant, je connais un chanteur qui est très 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 connu, qui a fait l'actualité il y a pas longtemps parce qu'il a vraiment bad trippé et c'est parti en couille vraiment grave, il a failli se tuer. D'accord. Euh, et c'est quelqu'un qui a commencé très très jeune, pareil, et qui a eu un succès très très jeune très vite. Mhm. Et, et de ce que j'ai vu de chez lui, enfin pour en avoir discuté, et puis de ce qu'on a pu voir de l'extérieur, cela, c'est que bah ils ont pas les épaules nécessaires de maturité, de retour d'expérience de vie, de sagesse, de bon entourage pour gérer cette vague, en fait, tu vois. Donc effectivement, ils vont être dans le pump it up, dans le kiff, dans tout ça. Ils vont vite mal s'entourer. Il y a vite des requins. Il faut savoir que dès que tu as de la notoriété qui arrive et de l'argent, attention, là, ça part en couille niveau entourage. Et entre les opportunistes, les gens mal intentionnés, cela et tout. Et tu vas vite rentrer un peu dans le schéma de euh, pour que je sois aimé, il faut que je donne, il faut que j'arrose, il faut que j'alimente, tu vois, machin. Et ils ont une telle solitude, ces gens-là. Moi, franchement, je te dis, dans les champs, alors, je connais pas trop le milieu du sport, un petit peu, mais pas trop, mais je sais qu'ils ont à peu près le même syndrome. Je connais plus le milieu de la musique et des artistes. Euh, c'est des gens qui ont les plus grands sentiments de solitude que je connaisse. J'ai vu des gens avec qui j'étais chanter à Bercy avec 50 000 personnes qui connaissent toutes leurs chansons qui hurlent leur prénom, qui pleurent en les voyant. Et ces mêmes personnes-là, une heure après, on les déposait dans leur chambre d'hôtel et ils regardaient leur téléphone tout seul comme ça. Personne qu'ils appellent ou juste tu vois des opportunistes mais ou leur entourage pro pour dire tiens maintenant faut que tu fasses ça, faut que tu sois prêt dans 2 heures machin parce qu'il y a l'interview de l'un mais tu vois pas un pote pour comment ça va tu vois comment tu te sens et tout. C'est des gens qui ont une profonde solitude qui font ce yo-yo entre et ben quand tu es quelqu'un de mature, tu as appris d'expérience de la vie, tu as un peu aiguisé ton mindset, tu as un peu aiguisé ta sagesse, donc tu sais un peu mieux gérer ça. Quand ça a démarré très jeune, tu n'as pas les épaules pour porter ça. Et moi, je pense que je ne parlerai pas de malédiction, je parlerai d'un schéma qui est logique, en fait, tu vois, de dire, bah, c'est normal que la claque, elle arrive, quoi. La redescente, elle va arriver, et c'est dur. Ouais. C'est vraiment chaud. Moi, tu vois, mes enfants, ils suivaient une famille de youtubeurs là pendant un moment sur les réseaux, ils aimaient bien ce qu'ils faisaient et tout. Bah, quand tu vois que les parents, ils sont en prison parce que ils ont tellement été surpris par les parents sont jeunes et les gamins étaient encore plus jeunes, mais c'est les gamins qui étaient les stars sur YouTube. Et les parents ont vite compris la machine à cash que ça faisait. Ils commençaient à exploiter leurs enfants, les forcer, même s'ils n'avaient pas dormi, machin, et tout, à leur forcer des contrats et tout. Bah ouais, bah les parents, ils ont été mis en prison, quoi. Exploitation de leurs enfants, ceux-là, parce qu'ils sont appelés par l'objet brillant, appelés par la thune, la notoriété et tout. Mais ça rend fou, hein. Ça rend vraiment fou, hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Julien, le titre du Et encore une fois, podcast, c'est on le peut différent. tous tomber Vas-y. dedans, hein. Non, Pardon. j'ai encore une fois, on peut tous tomber dedans, hein. Enfin, faut vraiment faire gaffe. Moi, la chance que j'ai, je sais, c'est que j'ai enfin beaucoup. J'ai des clients, voilà, qui ont ces situations-là et que du coup, ça me permet aussi de voir depuis longtemps. Ça me permet de voir l'envers du décor, ça me permet de voir tout ça. Et voilà, c'est dur, hein, c'est très très dur. Les gens voient juste le côté notoriété, kiff, l'argent est tellement fantasmé, ça résoudra tous mes problèmes. Non, 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 tu crois-moi, les problèmes que tu as à cet instant, plus d'argent, ça te fera plus de problèmes au même endroit, hein. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu le. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir plus d'argent, hein. Ça veut juste dire, tant que tu n'as pas soigné ta relation à l'argent et ce que l'argent veut dire pour toi avant, tu arriveras à aller chercher de l'argent ou des followers ou tout ça de manière non équilibrée. Et la Ouais. redescente, elle va piquer. Ah, sinon, ça fait. Ouais, complètement. C'est uniquement un amplificateur. C'est un zoom. Julien, le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. On en a beaucoup parlé là pendant le podcast. Est-ce que tu pourrais résumer, on va dire en une phrase, quel est ton différenciateur inné par rapport à tous les autres coachs voilà, qui vendent des prestations de coaching sur le marché? Ouais,
Alors, je vais te dire ce qu'un un de mes clients m'a dit ce matin là et avec qui on discutait. Il m'a dit: «C'est dingue de voir à quel point tu arrives tu as un sens intuitif pour voir la mission de vie des gens et surtout pas leur laisser le choix que de l'expérimenter». Je dirais que moi, ça, c'est mon kiff, tu vois? Bah, on en avait parlé un peu pour toi à un moment, sur un projet que tu avais, tu vois? Et en fait, c'est vrai que moi, j'aime ça, en fait. J'aime aller mettre les gens à un endroit où ils se sentent à leur place. Ouais. J'aime aller lever leur pair là-dessus, j'aime parce que vraiment ça me nourrit, ce que je disais tout à l'heure comme avec, le client le veto que je te parlais, mais bien d'autres. J'aime ça, moi je crois, alors j'oblige personne à le croire, hein, mais moi je crois profondément qu'on vient pas sur terre par hasard et qu'on a tous un rôle à jouer. Et que, bah, nos histoires, l'adversité qu'on peut rencontrer souvent vient nous aiguiser pour notre mission. C'est vraiment dingue comment ça me bluffe à chaque fois entre le fantasme: «Ah j'aimerais que ma vie soit comme ça» et que les gens voient pas à quel point leur vie est sur mesure pour ça, que ce qu'ils ont expérimenté comme douleur est venu les entraîner pour ça. Maintenant, il y a eu des peurs qui sont venues, il y a eu le blocage de l'entourage, il y a eu se mettre dans un carcan et tout, qui fait que ils n'arrivent pas à en sortir tout seuls. Mais c'est vraiment dingue. Je crois beaucoup, moi, à la mission de vie. Je pense qu'on vient pour expérimenter quelque chose et que bizarrement, quand on se met à cet endroit-là, c'est dingue comment on kiffe. Vraiment. La magie opère, carrément. Focus mission de vie Ouais. avec Julien. Si une personne nous a écouté et souhaite te contacter, comment elle s'y prend? Ouais, la plupart des gens moi, passent par soit LinkedIn ou soit mon site internet julienredouard.fr. Il y en a qui passent par Insta aussi, en fait. Il y a vraiment pas D'accord. mal de canaux pour nous joindre et on est plutôt réactifs. Donc, Excellent. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description du podcast, donc ils seront sous soit la vidéo si tu nous regardes sur YouTube, soit sous le podcast si c'était sur une plateforme de podcast. Euh, la mission que j'ai donnée au business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a révélé ton potentiel pendant un petit peu plus d'une heure. Sur la partie connecter l'humanité, ce que je demande, c'est de savoir qui de ton entourage est-ce que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast. hmm. Il y en a tellement, tu me prends de court là. Mais non, j'aurais tendance à dire, bah, celle que je te parlais tout à l'heure, ma coach, Agnès. C'est quelqu'un de très discrète, mais elle gagne à être entendue, connue, parce qu'elle a une sacrée histoire de vie. Et elle est vraiment d'une puissance. J'en ai brassé du coach, hein, que ce soit en tant que client ou en tant qu'ami ou collaborateur, j'en ai croisé beaucoup, hein, même des très connus. Et pour moi, c'est une des plus puissantes que je connaisse, elle est vraiment incroyable. Et je pense qu'elle gagne à être connue, donc j'aurais tendance à dire Agnès. Et ben Agnès, si tu nous écoutes, ce sera avec grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Superbe, superbe. Bah écoute, le podcast touche à sa fin, mon cher Julien, et ce que je souhaite, c'est te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux personnes qui nous ont écoutés jusque maintenant? Et bah ouais, quoi, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah tu sais quoi, j'ai envie de refinir sur pas des mots de moi, des mots de notre ami Mike Horn, mais j'ai envie de redire cette citation parce qu'elle m'a tellement aidé dans ma vie et que le jour où on en prend conscience, elle est tellement puissante. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Merci beaucoup, Julien. Merci Mike. Merci Gaël. Merci, Mike. Big up à Mike. Merci également à toutes les personnes voilà, qui nous ont écoutés. Et puis, on se retrouve, nous, dans une semaine, mercredi prochain, pour le prochain podcast. Ouais, ouais. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt. Salut. Merci Gaël, à bientôt tout le monde, ciao. Ciao, ciao.